BFM Business, Intégral Placement, le point macro. Notre point macro du jour avec Jean-François Bay. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Sidonie. Directeur général de Morningstar en France. Bon, on est habitué à ce que ça tangue un peu au mois d'août. Là, effectivement, on a eu confirmation. Merci les Chinois. Deux fortes séances de baisse et là, on repart à la hausse. Comment vous lisez tout ça? On pourrait titrer ce matin déflagration en Chine, avec malheureusement... mauvais jeu de mots. Voilà, mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que je pense qu'il faut distinguer sur l'aspect économique et financier le fond, la forme et les conséquences macro et micro. Sur le fond, on avait effectivement des indicateurs qui montraient qu'il y avait un ralentissement en Chine. On a parlé récemment de la baisse des prix à la production, la baisse des exportations. Ça a été assez violent, mais c'est un trend qui existait depuis déjà plusieurs mois en fait. Donc les spécialistes identifiaient ce problème, de ralentissement sur le marché chinois. On s'attendait à des mesures, pas en fait sur la dévaluation, mais sur le flanc d'un plan de relance, baisse des taux qui avait déjà été entamé depuis le mois de novembre. Et donc, les experts hésitaient entre hard landing et soft landing. Sur la forme, c'est catastrophique. En fait, on a un revirement total à 180 degrés sur justement cette politique des devises. On avait un gouvernement qui était plutôt en faveur d'un yuan fort avec un discours autour du modèle allemand. C'est un aveu d'échec ou pas? Pardon? C'est un aveu d'échec? Je pense que c'est Alors après, certains pourront expliquer que il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, il faut être plutôt pragmatique et flexible. On l'a eu aussi, nous, dans nos pays développés. Vous demandez aux Américains l'utilisation du levier devise ou des Européens avec la baisse de l'euro. On a assez peu de leçons à donner aux Chinois sur cet aspect-là. Les politiques assez violentes, on a vu en Suisse la politique de la Banque centrale suisse, donc c'est parfois assez violent. Mais je pense que par rapport à la Fed, si on essaye de faire une comparaison, depuis 2 ans, la Fed essaye de nous expliquer qu'il y a un changement. Tous les jours, on distille des messages. Le taux 2 ans américain est monté de 0,40 à 0,70. Les marchés sont préparés jour après jour à cette hausse des taux le 16 septembre. Bon, là, c'est pas en 2 ans, c'est en 2 jours. En 2 jours, on fait un revirement total d'évaluation. Encore hier, en fait, le gouvernement chinois a expliqué qu'une bonne fois pour toutes, il y avait une dévaluation, mais vous inquiétez pas. Et dans la nuit, on refait une 3e dévaluation. C'est pendant les vacances. Il y a très peu d'intervenants. Donc, c'est forcément, on s'attend à des déplacements de liquidités forts. On voit l'impact sur les marchés. Donc je pense que la forme est quand même assez désastreuse. Et ce qui fait que ça inquiète plus les marchés qu'à la limite cette décision, c'est de se dire c'est peut-être pas fini, ou ça va s'arrêter. Il y a une guerre des devises qui est clairement en jeu et qui va avoir des impacts macro et micro qui vont être assez importants. Alors l'ajustement des marchés, on l'a vu, du coup, est assez violent. Je pense qu'il faut essayer de distinguer les conséquences macro et les conséquences micro pour la rentrée là dans les prochaines semaines. Sur la partie macro, je pense que le plus important, c'est les matières premières. La Chine, alors l'impact de la deuxième économie chinoise, c'est pas la crise en Grèce. La crise en Grèce, c'est 2% du PIB en zone euro. La Chine, c'est la 2e puissance économique mondiale. Et sur les matières premières, c'est le numéro 1 partout. C'est à peu près les 2/3 du marché, du miné de fer, du cuivre, du charbon, du pétrole. L'effet a été immédiat de toute façon sur les cours du pétrole d'abord, même sur l'or aussi. Exactement. Et donc, par ricochet, l'ensemble des pays exportateurs. La Russie, le Brésil, l'Australie, l'ensemble des pays exportateurs de matières premières sont dans la tourmente. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de ça. La conséquence économique est aussi directe, et c'est pour ça que les boursicoteurs, les marchés sont en train de réajuster leur modèle et leur valorisation. Clairement, les sociétés qui sont exposées directement à la Chine, puisque dévaluation, ça veut dire que il y a un petit peu 2 mouvements. C'est d'une part une compétition des produits étrangers en fait qui seront moins compétitifs sur le marché chinois, qui était habitué, justement, on parlait de relance de la consommation intérieure, de la classe moyenne qui allait consommer, c'est un coup d'arrêt sur cette stratégie. Et le deuxième effet, c'est les produits locaux qui sont pour le coup plus compétitifs et qui vont pouvoir s'exporter. Alors on pense aux produits technologiques,
Apple, c'est clairement une très mauvaise nouvelle par rapport aux fabricants, aux compétiteurs chinois. On pense bien évidemment au luxe. D'ailleurs, Apple, c'est un peu une marque de luxe et une marque technologique. On y joue sur les deux tableaux. On a vu les corrections LVMH, L'Oréal et tous les produits qui sont très exposés sur la Chine. Et puis des produits un petit peu plus cycliques avec des sociétés Seb, Peugeot, donc l'automobile, qui était aussi fortement exposé à la Chine. Donc voilà un petit peu le sentiment, logique sur le fond, très difficile, très violent sur la forme, et puis des marchés qui cherchent un petit peu à s'ajuster. Avec à plus long terme la question, je pense, des économistes sur quid de la dévaluation, de la déflation en fait. À partir du moment où la Chine et le prix des matières premières corrigent aussi fortement, si c'est passager, si c'est à court terme, voilà, c'est la secousse du mois d'août et voilà, ça aura assez peu d'effet. Si c'est sur plusieurs mois et que le prix du pétrole et le prix des matières premières continuent à fortement baisser, que justement est plus violent, bon, c'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la croissance mondiale puisque de plein pied, on va reparler de la déflation. On se souvient qu'elle avait été, avec Mario Draghi, avait fortement lutté contre ce piège, ce risque. Voilà, on va reparler de ce risque majeur. Juste un élément, vous évoquiez la forme et c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette volonté de surprendre un geste politique fort à l'égard notamment du FMI des États-Unis qui ont dit voilà, pour l'instant vous ne rentrerez pas dans le fameux DTS. La volonté aussi de faire rentrer le yuan dans le DTS et d'être reconnu comme monnaie internationale. Est-ce qu'on ne va pas les titiller aussi les instances internationales? Alors je pense que le discours autour des DTS et du FMI est un petit peu plus un prétexte. Je pense que la conjoncture est beaucoup plus importante et était décisive. À partir du moment où les exportations baissent de plus de 8%, alors qu'on attendait une baisse de 1%, donc c'est une des plus fortes baisses depuis 2009. Ça montre bien qu'il y a un très très fort ralentissement. Il y a un vrai danger que le gouvernement chinois doit corriger. Mais alors si c'est effectivement cet argument-là, il faut aller plus loin dans la dévaluation puisque les économistes s'accordent à dire que si on a 5-6% de dévaluation, c'est pas assez. Il faut aller vers 10-15. Et à ce moment-là, on entre dans un cycle qui n'est pas terminé de dévaluation du yuan. Oui, je pense qu'on est dans un cycle qui n'est pas terminé. Je pense qu'effectivement, l'effet, un peu comme on a eu au dollar ou comme on a eu en zone euro, sera plutôt significatif autour de 10-15%. On voit que les Chinois sont pragmatiques et ils n'hésiteront pas à aller beaucoup plus loin pour sauver en fait la conjoncture chinoise et la croissance. L'objectif de 7% sera un vrai défi sur 2015 et ils n'hésiteront pas à utiliser ce levier et peut-être d'autres politiques exceptionnelles. On parlait de un peu Recovery Act, enfin voilà l'effet flèches, les 4 flèches qui avaient été utilisées par les États-Unis en 2009, c'était les taux d'intérêt, le quantitative easing, la baisse de la devise et la politique de relance. Les Chinois l'utilisent, le mettent en place et n'hésiteront pas à faire la même chose. En faisant fi donc des considérations qu'on a nous avec notre prisme européen et peut-être occidental de l'effet que ça peut avoir sur l'équilibre monétaire mondial ou même sur la croissance de nos entreprises exposées en Chine. Oui, alors dans les équilibres, je pense que les États-Unis sont relativement protégés dans le sens où eux-mêmes étaient partis sur une hausse des taux directeurs à la rentrée. Donc ça va bien, la croissance américaine est solide, auto-entretenu, l'immobilier, la consommation des ménages, qui représente 70% du PIB mondial. Du PIB américain, donc la consommation des ménages internes est très forte. Donc finalement, les Chinois disent aux Américains, regardez, vous avez une croissance auto-entretenue, vous, de toute façon, vous vouliez mettre en place des leviers, des freins, en fait, activer des freins pour éviter la surchauffe, voilà, on l'a activé pour vous. La zone un petit peu plus difficile, c'est la zone euro, qui était en pleine convalescence, en train de se sortir de la crise grecque, qui espérait une recovery avec un quantitative easing. Après les actes de Mario Draghi, le quantitative easing, c'est le 22 janvier 2015, c'est là hier. Donc la zone euro était en train de se sortir un peu de sa léthargie, pas de bol, la croissance mondiale et chinoise pose problème et donc c'est les entreprises européennes qui sont le plus exposées. Avec cette lecture, nous on parle chez Morningstar de marché en 3D, les États-Unis, l'exposition américaine, l'exposition en Chine
exposition en zone euro. On voit bien que les utilities, EDF, Engie et autres structures très locales, à la limite, sont relativement immunes par rapport à ça, ou des small caps qui vont être très françaises. Ou même des Solvay, on a vu ça avec un Solvay effectivement qui est très c'est la conjoncture domestique qui va surtout jouer. Les sociétés qui sont pleinement exposées à la Chine, là c'est le branle-bas de combat, on revoit les chiffres, et les sociétés qui sont pleinement exposées, qui profitent de la croissance américaine, on parlait à l'instant de Nestlé, à la limite sont plutôt favorables à une hausse du dollar, et voilà, donc c'est un peu cette lecture à la rentrée qu'il faut d'avoir. Mais si on voit effectivement le verre à moitié plein, l'idée, la volonté des autorités chinoises de maintenir une croissance autour de 7%, c'est bon pour nous. Ça peut relancer la demande, quoi. Oui, c'est ça, c'est un ajustement qui peut être passager, mais qui va relancer au final à partir du moment où l'objectif c'est de relancer la croissance en Chine, effectivement, on revient comme avant et la machine est relancée. Ce qu'il faut regarder, c'est un petit peu les excès. Alors on parlait aux États-Unis de surchauffe, les surchauffes sur le crédit, les surchauffes sur l'immobilier, c'est pareil sur la Chine. Est-ce que cette relance un petit peu artificielle, c'est comme un sportif avec des sucres rapides? Est-ce que finalement il va repartir et que derrière il a la possibilité de mettre en place une croissance autosuffisante avec de la consommation intérieure et des investissements des entreprises, ou est-ce que ça suffira pas? Là pour l'instant c'est une grande question. C'est la question du timing aussi. Effectivement, on va avoir un réajustement, peut-être un effet booster sur les exports, mais après derrière, est-ce que ça va redescendre tranquillement? C'est en combien de temps on peut faire la transition d'une économie très exportatrice vers une économie qui gonfle sa demande intérieure, quoi. Exactement. Donc l'ajustement est violent et donc on voit bien que les conséquences macro sont encore difficiles, sont compliquées. L'autre élément aussi en termes de timing, on parlait de timing, c'est que les États-Unis, eux, voulaient corriger. Ça fait 6 ans que le marché monte, les valorisations sont très élevées, la croissance des bénéfices marque le pas depuis là, le début de l'année. Et donc, du coup, pour les marchés, il n'y a plus beaucoup d'opportunités, de zones d'opportunités. Et les marchés émergents sont dans la tourmente parce que la plupart du temps, ils exportent des matières premières. La Chine marque le pas. Les États-Unis, ça sert à rien. Même s'il y a une croissance, les valorisations montrent que c'est pas intéressant d'acheter les États-Unis. Il reste plus que l'Europe. On a un peu monomaniaque zone euro, mais on voit bien que c'est quand même difficile. Donc, et regardez aussi, regardons les devises et regardons les taux d'intérêt. C'est des indicateurs aussi qui sont majeurs dans cet environnement. Indicateur avancé en tout cas pour ce qui va se passer sur les marchés actions. Merci beaucoup Jean-François B d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce matin. À très bientôt, directeur général de Morningstar en France. Il est 10h28. Vous restez avec nous dans un instant.